Pour commencer, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une tournée des facs qu'on fait depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Au début, c'était un projet où on s'était dit qu'on va aller rencontrer des étudiants, on remplira des salles de TD et très rapidement les choses sont totalement parties en vrille. Et le Mirail fait partie de la sainte trinité des universités françaises que je situe avec Rennes 2, Tolbiac et le Mirail. Je pense que je ressens les choses un peu de la même manière que vous. J'ai le sentiment que l'époque dans laquelle on est en train de vivre est une espèce de grande dégringolade dans laquelle on a le sentiment qu'on va droit dans le mur et qu'il n'y a pas d'autre alternative. Je pense que c'est un sentiment qui est partagé très généralement dans notre génération. Les chiffres qui ont été donnés sur la question de la santé mentale des jeunes, c'est une preuve de ça. Plus 10 points de symptômes dépressifs dans notre génération depuis le Covid. Et alors, on regarde les différentes études. Bien sûr, il y a des situations personnelles dans tout ça. Mais on voit aussi des choses remonter. On entend les mots précarité. On entend les mots réchauffement climatique. On entend les mots guerre. On entend les mots violence du monde. Et ça, c'est quelque chose qui marque une génération. Et puis, en plus du mal-être, s'ajoute autre chose, c'est le sentiment de ne pas être représenté politiquement. Vous avez 71% des jeunes qui estiment ne pas être représentés politiquement. Et je pense que je vais en profiter pour faire une mise au point. Gabriel Attal ne représente pas les jeunes. Gabriel Attal a grandi dans les 2 arrondissements les plus bourgeois de Paris. Il a été dans une école privée. Il a 35 ans, à la limite, il représente les bourgeois trentenaires, mais il ne représente pas la jeunesse que vous êtes dans cet amphithéâtre. Et pour les 3 fachos au fond de la salle qui vont me dire « Oui, Bardella, Seine-Saint-Denis, patati patata », Monsieur Bardella passait la moitié de sa semaine dans le quartier huppé de Montmorency, avait fréquenté des écoles privées, il laissait se la jouer banlieue. Donc, et d'ailleurs, même moi, je suis peut-être le seul prolo dans cette histoire, mais même moi, je vais pas arriver et vous dire « Oui, je représente les jeunes », parce que personne ne représente les jeunes. La jeunesse, en soi, ça n'existe pas. Il existe des jeunesses. On a tous un parcours de vie différent, une classe sociale différente, un genre différent, une origine différente, une histoire différente. Résumer la jeunesse ne veut absolument rien dire concrètement et politiquement. Mais il y a quand même un facteur qui est capable de rassembler le nombre. Et c'est là où je veux essayer de vous parler de ce que vous avez commencé à vivre au lycée, à l'université, mais de ce qu'ils sont en train de préparer à nos petits frères et à nos petites sœurs. Parce que, à l'origine, on se disait l'école, c'est l'endroit dans lequel on va former des citoyennes et des citoyens. De base, c'était ça le projet. Mais aujourd'hui, je vous interroge, vous qui l'avez fait l'école, c'est quoi le rôle de l'école aujourd'hui ? À quoi ça sert l'école aujourd'hui ? Même eux sont incapables de répondre à la question. Parce que si jamais ils devaient y répondre, si jamais ils devaient être honnêtes avec eux-mêmes, ils vous diraient que l'école aujourd'hui, elle sert à une chose, faire un tri social. Et ce qu'ils sont en train de faire avec les groupes de niveau au collège, où ils sont en train de dire on va créer 2 types de niveaux dans les classes, en français, en mathématiques. Vous savez, c'est quoi la plus grande erreur qu'ils aient fait ? C'est de ne pas nommer les groupes. Ce qui fait que quand je vais devant un collège et que je dis toi tu penses tu vas être dans quel groupe de niveau ? Vous savez, il y a des collégiens, ils m'ont répondu quoi ? Moi, je pense que je vais être dans le groupe des nuls. Il y a un collégien qui m'a répondu ça. Moi, je vais être dans le groupe des nuls. Et ensuite, ces gens, ils arrivent en 3e. Et au moment de la 3e, on vous dit « Oui, c'est le moment où vous pouvez choisir votre orientation. » C'est un mensonge, ça. Vous vous rappelez des conseils de classe où vous aviez les professeurs qui disaient « Toi, tu vas en général. Toi, tu vas en pro. Toi, en général. Toi, en pro. Toi, en pro. Toi, en général. » Et déjà à 14 ans, j'ai fait mon lycée, mon collège dans le Val-de-Marne. Déjà à 14 ans, je me rendais compte à quel point l'orientation scolaire était marquée d'un classisme, d'un racisme et d'un sexisme qui fait mentir toute promesse d'égalité à l'école. Et je vais ouvrir une parenthèse sur la voie professionnelle. C'est une voie merveilleuse, incroyable. Et avec le dérèglement climatique, sans la voie professionnelle, on est tous morts. Mais c'est parce qu'à la tête des ministères de l'Éducation nationale, on a constamment eu des bourgeois, jamais passés par la voie professionnelle, souvent pas passés par le public, des gens qui ont toujours été dans les écoles privées ou dans les grandes universités qui viennent ensuite vous expliquer « Oui, la voie professionnelle, c'est nul ». Non. Il faut justement porter un autre discours sur la voie professionnelle et sur l'éducation. Et je veux aussi vous parler de ce qu'ils ont fait dans le lycée, avec les épreuves de spécialité, où ils vous disent « Oui, ça va être la grande fête, on va avoir chacune et chacun les spécialités qu'on veut, construire son orientation comme on veut. » Déjà, félicitations, les filles n'ont jamais aussi peu fait de mathématiques de l'histoire de la Ve République. Grande réussite du macronisme. Grande réussite. Mais surtout,
Et peut-être que dedans, il y en a, vous vous sentirez concernés dans tout ça. On n'a pas toutes et tous les mêmes spécialités. Parce que si vous venez d'un lycée de banlieue ou d'un lycée de la ruralité, vous manquez déjà de professeurs, donc vous n'avez pas toutes les spécialités. Mais par contre, les lycéennes et les lycéens qui ont la chance d'être dans les métropoles, eux, ils ont toutes les spécialités. Et c'est là qu'ensuite, donc déjà ensuite, il y a la compétition pour pouvoir avoir accès à la spécialité. Parce que tout le monde pense à la même chose. Parcoursup. Parcoursup est la pire invention qui ait jamais été faite dans l'éducation nationale. La pire. Déjà, premièrement, parce qu'il est complètement stupide de dire à quelqu'un qui a envie de faire de l'histoire, bon bah écoute, t'iras pas en histoire, tu vas faire des mathématiques. On parle pas de colonies de vacances là, on parle des études qui vont fixer votre destinée, votre avenir, votre profession pour le restant de votre vie. Deuxièmement, l'université est libre et tout le monde a le droit de s'y inscrire. Et troisièmement, quand vous dessinez tout ce parcours-là, vous voyez que collège, lycée, entrée à l'université, vous avez une sélection qui commence à s'opérer. Et cette sélection, elle est sociale. Je vous ai expliqué les raisons géographiques. Je vous ai expliqué le fait que l'orientation soit subie. La première des revendications pour prôner l'égalité dans ce pays, elle passe par l'éducation. Et cette revendication, c'est celle de l'orientation scolaire. Le premier des problèmes, il est là. Il est dans l'orientation scolaire, dans le fait qu'on ne soit pas toutes et tous à égalité, dans quelle filière existe, dans qu'est-ce qu'on a envie de faire dans la vie, et même qu'on ait le droit de se tromper. Et aujourd'hui, dans le lycée particulièrement, on n'a plus le droit de se tromper. C'est très dur de changer de filière. Et ensuite vient la deuxième grande injustice, et c'est celle que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est celle de la précarité. Je vais vous poser une question très simple. Le seuil de pauvreté est de 1158 €. Qui, ici, vit au-dessus du seuil de pauvreté de 1158 €? Vous vivez tous sous le seuil de pauvreté. Qu'est-ce que vous attendez pour faire la révolution? Non mais sans rire. Je vous dis ça un petit peu en taquinant et parce que je sais que ça en fera rager certains dans l'administration. Mais c'est aussi pour vous faire prendre conscience de quelque chose. C'est que vous faites partie d'une classe. Et oui, l'histoire, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et à l'université, c'est celle-là qui est en train de s'écrire. Je dis pas ça parce que ça nous fait plaisir. Ça me fait très plaisir de parler de lutte des classes. Mais c'est aussi pour vous faire réaliser quelque chose. Et vous vivez cette injustice, et moi je l'ai vécu. Alors tout le monde est passé au Mirail ici, moi j'ai été à Assas. La gauche a gagné les élections à Assas, hein, donc Assas la rouge, la grande. À Assas, ouais, je faisais mon job étudiant, j'étais dans les fameuses dans les entreprises où vous êtes auto-entrepreneur, libre de votre travail. Je devais faire 2 heures de RER, j'étais pas payé sur mes trajets. À la fin, j'étais payé moins que le SMIC. J'avais pas le temps d'étudier, j'avais pas le temps de réviser. Je galérais à payer le loyer, c'était juste après le Covid, les prix commençaient à augmenter. Et je vous rappelle, je suis à Assas, vient les partiels. Et là, je m'assois à côté de Charles-Henri. Et il a de la chance, Charles-Henri, parce que je sais que ses parents, ils ont pu lui payer des études. Je sais qu'il a probablement un appart à Paris. Et juste à ce moment-là, le jour du partiel, quand vous vous asseyez et que vous vous dites, mais parce que moi, mes parents, ils n'ont pas les moyens, j'ai 2 fois moins de temps que l'autre pour pouvoir étudier. Et on m'avait dit, travaille dur à l'école, t'inquiète pas, le système est méritocratique et égalitaire. Vous allez me faire croire qu'il n'y a pas une question de lutte des classes dans l'éducation? Eh ben oui. Si jamais vous voulez véritablement répondre à la promesse d'égalité dans le pays, ça passe par l'éducation, ça passe par l'orientation. Et pour les étudiantes et les étudiants, ne croyez pas les personnes qui vont vous dire « on va élargir le nombre de boursiers ». Parce que même quand vous touchez la bourse, eh ben vous n'arrivez pas à survivre. Ne croyez pas les personnes qui vous disent « on va augmenter les bourses ». Ce n'est pas vrai. Vous êtes dans la même situation que se trouvait une autre classe d'âge à une autre époque. Je veux vous parler des retraités. Parce qu'à l'époque, quand il n'y avait pas encore un système de retraite, que vous aviez fini de bosser, que vous aviez le corps qui était brisé par le travail, il était où votre revenu? Et donc du coup, le grand âge allait chez la fille, chez le fils, qui bossait, mais qui n'arrivaient pas à subvenir à leurs propres besoins. Et donc du coup, ils faisaient une solidarité familiale, ils essayaient d'aider les parents à survivre pour la retraite. Sauf que ça marchait pas. Et vous aviez le grand âge qui était dans une grande situation de pauvreté.
Vous êtes exactement dans la même situation. Parce que même si vous touchez la bourse, même si jamais vous travaillez à côté de vos études, vous vivez toujours sous le seuil de pauvreté, sauf si votre famille est en capacité de vous aider. La solidarité familiale n'est pas en capacité de lutter contre la précarité des étudiantes, des étudiants ou des jeunes. Donc il faut faire exactement ce qu'on a fait pour le système de retraite. Il faut passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Et le conquis qu'il y a eu pour les retraites n'a pas été fait uniquement à coup de grands discours grandiloquents à la tribune de l'Assemblée nationale. Ça a été une conquête des ouvrières, des ouvriers qui ont mené des grèves, qui ont mené des luttes sociales et qui, à la fin, grâce à Ambroise Croizat, ministre communiste, ont réussi à obtenir le système de retraite que vous connaissez aujourd'hui. Marchez dans les pas des anciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour avoir le droit de vivre au-dessus du seuil de pauvreté et pour que véritablement ce pays tienne sa promesse d'égalité dans l'éducation nationale et dans l'université libre et ouverte. Je vous ai dressé plus ou moins le fil qu'ils ont commencé à construire dans l'éducation nationale et dans l'université que vous vivez aujourd'hui et que d'autres générations continueront de vivre. J'ai même envie de vous dire, ça va empirer. Parce que vous avez vu que ces derniers jours, vous avez eu Gabriel Attal, Bruno Le Maire qui arrivent et qui vous disent « c'est le déficit, 15 milliards d'euros de déficit, tout va brûler ». Déjà, il nous avait dit, Macron, c'est le Mozart de la finance, on a le droit à Black M. Ça fait 7 ans qu'ils sont au pouvoir. Mais déjà, premièrement, 15 milliards d'euros de déficit, on a du mal à se faire un ordre d'idée. Je vais donc vous donner le chiffre de la première dépense de l'État. On pense souvent que c'est l'éducation nationale qui est le plus gros des services publics. Ce n'est pas l'éducation nationale la première dépense de l'État. La première dépense de l'État, c'est 200 milliards d'euros. 3 fois le budget de l'éducation nationale, c'est l'aide publique aux entreprises. Bernard Arnault touche des aides publiques aux entreprises. Total touche des aides publiques aux entreprises. Ça coûte 200 milliards, on cherche 15 milliards. Le chemin, il me paraît tout trouvé. Je vais vous donner un autre exemple. Ils vous disent, oui, la France, c'est un enfer fiscal, tout le monde croule sous les impôts, patati, patata, il n'y a jamais eu autant d'impôts. Alors c'est vrai, il existe des impôts en France, même s'ils en ont supprimé beaucoup, mais il y a une chose qu'ils vous disent pas. C'est qu'il existe ce qu'on appelle des niches fiscales. Et les niches fiscales, ça fait que vous êtes censé payer un impôt, mais si jamais vous avez un avocat qui est capable de bien lisser la planche, eh ben à la fin, vous payez quasiment rien. C'est pour ça que vous vous retrouvez à avoir les très grandes sociétés qui payent 2% d'impôts sur les sociétés, alors que vous avez des personnes qui ont des petits commerces, qui ont des auto-entreprises, qui elles se retrouvent à payer entre 25 et 30% au minimum. Ça, c'est 100 milliards d'euros de dépenses. Donc quand on a des gens qui viennent nous expliquer, il va falloir faire des économies. J'ai envie de leur poser la question, où est-ce qu'on va faire des économies? Où est-ce que vous êtes encore capable d'enlever de l'argent? Dans l'éducation nationale, ils nous avaient promis qu'il y aurait un prof devant tous les élèves à la rentrée. On n'en a pas parlé parce qu'ils ont essayé de diviser tout le monde avec leur polémique de merde sur la baya. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on est capable encore de faire des économies dans l'éducation nationale? Dans l'hôpital public, moi je me rappelle mes parents, et on a à peu près le même âge, quand j'avais 6-7 ans, ils me disaient mais l'hôpital public français, c'est une fierté. Vous vous rappelez quand on était petits, on était fiers de l'hôpital français. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a des gens qui ont notre âge, qui meurent sur des brancards dans les couloirs parce que les gens n'ont pas pu s'occuper d'eux. C'est sur eux qu'on va faire des économies. Sur quoi? Sur l'aide aux plus précaires? Sur le chemin. Sur le chemin entre chez moi jusqu'à venir à cet amphithéâtre. J'ai vu 6 personnes sans abri. Juste sur le chemin, j'avais ma route toute tracée. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire pour elles? On va couper les budgets qui existent déjà quasiment pas pour aider les plus démunis. Parce que n'oubliez pas une chose, si vous, ils vous suppriment des professeurs, si vous, ils vous enlèvent des moyens à l'université, si vous, ils vous enlèvent des moyens à l'hôpital, vous allez le payer concrètement. Parce que ça va briser vos vies. Mais eux, derrière, les personnes qui payent pas les impôts, les personnes qui ont les aides aux entreprises, même la moitié du gouvernement qui est millionnaire, ces gens-là, eux, ça va rien changer à leur vie. Parce que ceux qui ne payent pas assez aujourd'hui, eux, ils ont des écoles privées comme le lycée Stanislas. Eux, ils ont des hôpitaux privés dans lesquels personne ne meurt dans les brancards. Eux, parce qu'on on leur a dit, vous avez rien à payer. Ils sont en capacité de se payer des privilèges, alors que pour le reste du peuple, on devrait payer. Et vous appelez ça le Mozart de la finance? Vous allez cracher du sang ces prochaines années. 10 milliards d'économies, ils ont déjà fait. 20 milliards, ils promettent l'année prochaine. 50 milliards encore après. Et là, on va arriver au paroxysme de l'indécent. C'est ce qu'ils ont décidé de faire aux chômeurs.
Parce qu'écoutez, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est pas compliqué, ils décident de taper sur les chômeurs. C'est la 4e réforme qu'ils ont fait pour taper sur les chômeurs. Bon, pas étonnant de la part de gens qui n'ont jamais bossé de leur vie. Non mais je le dis assez crûment, hein, mais pour moi, quand vous avez été pistonné par papa et maman pour aller bosser dans un ministère, je ne considère pas que vous savez ce que c'est que la difficulté de rentrer sur le marché du travail. Voilà. Ensuite, deuxièmement, ils disent, oui, les gens, si jamais ils bossent pas, parce qu'il y a entre 350 000 et 400 000 emplois qui sont disponibles en France. Retenez bien ce chiffre. 350 000 à 400 000 emplois qui aujourd'hui sont disponibles en France. Ils disent, si jamais les gens ils veulent pas aller dans ces emplois, c'est parce qu'on leur donne trop de chômage. On parle quand même de personnes qui croient qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Et je veux juste leur faire un truc mathématique. Il y a 5,4 millions de personnes qui sont au chômage en France. Il y a 350 000 à 400 000 emplois disponibles. Supposons que vous réussissiez à remplir les 400 000 emplois qui pour le moment ne sont pas pourvus pour des problèmes de formation et pour des problèmes d'accessibilité. Supposons. Qu'est-ce que vous allez faire des 5 millions d'autres personnes? Vous allez les priver de leurs revenus? La moitié, non même 60% des personnes qui sont au chômage ne touchent pas d'indemnité. On parle ici de personnes qui ne sont pas au chômage par choix, mais parce que c'est dur de trouver un boulot. Et que même parfois, quand vous trouvez un boulot, c'est dur de le conserver. Ils vous disent, vous avez qu'à aller bosser au restaurant. Restaurant, tu commences à 9h, t'as ta pause à 15h, elle dure 3 à 4 heures, et ensuite tu continues jusqu'à minuit. Tout ça pour un SMIC? Ces gens seraient incapables de le faire une journée et ils voudraient couper les vivres à certaines personnes pour les obliger à aller faire les boulots qu'on ne peut pas faire parce qu'on ne vit pas. On survit avec ces boulots. Je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, rentrez-vous bien ça dans le crâne parce que ils essaient, je vous dis ça un peu vulgairement parce que vous allumez la télévision et on vous fait un bourrage de crâne. On vous dit, ah bah oui, il y a du déficit public. Bon on doit faire des économies. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de débat. Il y a ils ont dit ils allaient pas augmenter les impôts. Ils sont pas dogmatiques, mais ils vont pas augmenter les impôts. Écoutez, moi j'ai un truc très simple. Rétablissez l'impôt sur la fortune. Exactement. Rétablir l'impôt sur la fortune, 15 milliards d'euros. Si jamais vous taxez les super profits, 15 milliards d'euros. Si jamais vous remettez la CVAE, un truc qu'ils ont supprimé il y a 2 ans, je crois que c'est 13 milliards d'euros. 16 milliards d'euros. Donc on vous fait 3 fois le déficit. Non seulement on le comble, mais en plus de ça, on recrute des profs, on met des moyens à l'hôpital et on accompagne les demandeurs d'emploi. Et là, encore une fois, quand je vous parle des services publics auxquels vous avez accès, parce que c'est la seule richesse que vous n'avez pas les moyens d'aller dans les écoles privées ou dans les hôpitaux privés. Quand je vous parle de ce qu'ils sont en train de faire aux chômeurs, gardez encore une fois ça dans le crâne. C'est une lutte des classes qui est en train de se jouer. Et dans cette lutte de classe, vous avez différents adversaires. Vous avez la stratégie qui a été faite par Emmanuel Macron, qui a été celle de parler de manière omniprésente de la guerre. Et il a même utilisé un mot. Économie de guerre. Il ne faut pas sous-estimer un président de la République qui dit ça. Les économies de guerre, ça a déjà été utilisé plusieurs fois et ils sont capables de le faire. Après la Seconde Guerre mondiale, comment est-ce qu'ils ont fait pour dynamiser leur économie? C'est simple, il y avait tout à reconstruire. Plein emploi, il y avait les moyens comme il fallait. Et puis ensuite, bam, énorme crise, choc pétrolier. Comment est-ce qu'ils ont fait pour dynamiser l'économie? Ils ont désindexé le dollar de l'or. Ce qui a fait que du coup, le dollar a commencé à fluctuer sur les marchés n'importe comment. Et on a créé la finance. Vous savez, le truc sur lequel Hollande devait lutter là. Et les meilleurs potes de Macron. Bam! Et ensuite, vous vous êtes retrouvés dans les années 2000 à réavoir une baisse. Qu'est-ce qui a restimulé l'économie? Ça a été Internet. La bulle Internet. Hop! L'économie se retrouve stimulée. Et là maintenant, le Covid. Et qu'est-ce qui va restimuler notre économie aujourd'hui? Parce qu'il y a un véritable sujet. Oui, il y a un ralentissement économique aujourd'hui. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, vous avez 3 visions qui s'affrontent aujourd'hui dans le paysage politique. Vous avez la première, c'est celle d'Emmanuel Macron, qui est celle de dire on va donner le plus possible aux riches, et comme ces gens sont généreux, ils vont faire redescendre le fric. Ils appellent ça le ruissellement. Je l'attends toujours. Ensuite, vous avez une deuxième vision, qui est celle de Marine Le Pen. Ça existe. Marine Le Pen, elle se la joue. Enfin, c'est difficile de comprendre ce que pense cette dame. Économiquement, je parle, parce que c'est sympa. Marine Le Pen, vous la questionnez sur l'éducation nationale, elle dit Macron a un bon bilan.
D'accord. Ensuite, vous la questionnez sur la loi immigration. Ah oui, c'est une bonne loi. D'accord. Leur deuxième, là, sur leur liste aux européennes, elle voulait bosser pour Macron. Ah, c'est intéressant. Et ensuite, ces gens, ils viennent vous dire, oui, non, mais le problème, c'est le fric qui part à l'étranger, patati patata. Déjà, premièrement, ne croyez pas que ces gens ont ne serait-ce qu'un quart de courage politique. Il y a eu un vote à l'Assemblée nationale pour voter contre un traité qu'ils ont signé avec l'Ukraine qui va nous faire rentrer dans une escalade, et je vais vous l'expliquer après. C'est un truc qui peut nous faire rentrer en guerre. Eh ben, ils ont décidé de s'abstenir. Ces gens n'ont aucun courage politique. Mais surtout, ces gens restent des capitalistes comme les autres. Sur l'éducation, sur l'emploi, sur le partage des richesses. Écoutez, et je vais vous donner juste un exemple. Regardez l'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale. Même mon paillasson est plus propre. Et quand ces gens vous disent « oui, mais il y a des économies à faire sur l'immigration », parce que oui, l'immigration, ça nous coûte beaucoup trop cher. Connerie. Connerie. Si jamais aujourd'hui vous avez un tiers du travail essentiel dans notre pays qui est fait par des personnes immigrées. Un tiers. C'est les personnes immigrées qui s'occupent des personnes âgées. C'est les personnes immigrées qui s'occupent des colis. C'est beaucoup de personnes immigrées qui les conduisent aussi. C'est les personnes immigrées qui nettoient les bureaux. Et attention avec ce discours-là. Parce que on peut leur dire, mais même quand ces personnes font le sale boulot, mal payé, difficile, que personne ne veut faire, même quand ces personnes font ça, vous ne voulez pas leur donner l'égalité des droits. Moi, je suis pas pour une immigration qui fait le sale boulot que personne ne veut faire. Moi, je veux que tous les boulots soient bien rémunérés. Je veux que tous les boulots aient la pénibilité prise en compte. Et surtout, parce qu'ils vous parlent constamment de la fierté d'être français. Bah écoutez, moi je suis pas fier d'être français quand on se sert d'une immigration pour faire les boulots pénibles et qu'ensuite on propose de les rejeter. Moi, mon pays, il ressemble pas à ça. Moi, je suis pas fier d'être français quand on refuse à des personnes immigrées d'être soignées. Ces gens, ils veulent voter contre l'AME et ils veulent la supprimer. Et bah ça, c'est pas la fierté d'être français. Moi, je suis pas fier d'être français quand on vient expliquer à des gamins qu'ils n'ont pas accès à l'école parce qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité qui plaît. Par contre, qu'est-ce que je suis fier d'être français quand on fait le système de retraite? Qu'est-ce que je suis fier d'être français quand on fait la sécurité sociale? Qu'est-ce que je suis fier d'être français quand on fait l'université ouverte? C'est important de le redire parce que c'est des gens qui passent leur temps à agiter le drapeau tricolore à tout va. Mais il y a une devise qu'ils n'utilisent jamais. Et cette devise, il n'y a que nous, la gauche, qui avons le droit de l'utiliser parce qu'on est les seuls en cohérence avec ça. Et je vous demande de continuer de la crier. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'avoir la nationalité française pour la crier, cette devise. C'est devenu une revendication aujourd'hui. Cette devise que ni Macron ni Le Pen ne peut utiliser, c'est liberté, égalité, fraternité. Ça nous appartient. Maintenant, je vous parlais d'économie de guerre. Il y a un sujet au sujet de la guerre en Ukraine. Il n'y a aucun débat là-dessus. C'est la Russie qui a agressé l'Ukraine. Et je n'ai aucune sympathie pour un pays qui décide que les associations LGBT sont des organisations terroristes. La Russie et son comportement vis-à-vis des droits des femmes et des personnes LGBT, je n'en ai aucune sympathie. Mais par contre, je suis comme vous. Il est hors de question qu'on aille envoyer des soldats mourir pour aller faire rentrer en guerre la France contre la Russie. Il est hors de question qu'on rentre dans un conflit comme ça. Pas parce qu'on a décidé de pas aller se battre contre les Russes, mais parce qu'on risque une guerre nucléaire. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu tout ça. Et on a des portes d'entrée pour pouvoir avoir la paix. Parce que c'est ça la revendication que notre camp doit porter, c'est celui de la paix. Zelensky a dit qu'il était prêt à avoir des référendums d'autodétermination sur les zones qui sont conflictuelles entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine a dit qu'il était prêt à un cessez-le-feu. Il y a des centrales nucléaires. Les deux parties ont dit qu'elles étaient d'accord pour qu'on y envoie des casques bleus pour essayer de faire en sorte qu'on puisse protéger ces centrales et qu'on se retrouve pas encore une fois à avoir un Tchernobyl bis. Mais vous connaissez l'histoire, les nuages de Tchernobyl n'arrivent jamais en France. C'est bien connu. Il y a des portes d'entrée pour la paix. Et les va-t-en-guerre comme Emmanuel Macron qui utilise les mots économie de guerre, ambiguïté stratégique, qui d'ailleurs est quelqu'un qui a un truc très guerrier. Hein. Le Covid, il nous parle d'ulgaire. C'est quand même très bizarre de parler de réarmement démographique. On parle de bébés. Mais je suis désolé de vous le dire, mais c'est notre président de la République. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron
certainement pour des calculs politiciens internes vis-à-vis des élections européennes, a choisi d'utiliser la guerre et de nous mettre dans une ambiguïté stratégique avec Poutine. Les Françaises, les Français ne sont pas d'accord avec ça. On a des portes d'entrée pour la paix, et là, encore une fois, c'est une revendication de notre camp social, c'est celui de la paix. Et je vous ai parlé du vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. Un vote qui nous faisait rentrer dans l'escalade par rapport à l'Ukraine. Par ailleurs, j'ajoute une chose, mais si Trump est élu, probablement l'Ukraine n'aura pas d'aide de la part des États-Unis. Et donc, du coup, on se retrouve encore à avoir une Ukraine qui se retrouve plus en difficulté. Donc, s'il y a un moment où il faut réclamer le cessez-le-feu, c'est celui-là. Et le mot cessez-le-feu, vous pouvez penser à une autre chose qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer à Gaza. Ce qui se passe à Gaza marquera notre génération comme l'apartheid en a marqué une autre. Parce que je suis certain, dans cet amphithéâtre, il n'y a personne pour dire que ce qu'a fait le Hamas était justifié. Il n'y a pas de majorité pour soutenir le Hamas dans ce pays. Mais il n'y a pas non plus de majorité pour soutenir ce qu'est en train de faire le gouvernement israélien. Bombarder en masse, organiser la famine, tuer des enfants. Il y a une majorité dans ce pays pour un cessez-le-feu. Voilà ce que demande véritablement la France. Et là, encore une fois, notre camp social a une revendication, la paix. La paix. Parce que Jaurès l'a dit, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Là, encore une fois, mes chers amis, vous avez une question de lutte des classes. Et quand je vous parle d'un système économique enrayé, on peut se dire, oui, mais les guerres, jamais ça nous tombera dessus. On s'est toujours dit ça sur les guerres précédentes. Et vous me ferez remarquer que les années 2024 ressemblent beaucoup aux années 1924 d'un certain point de vue. Donc, vous avez une troisième voie. Et c'est celle que nous vous proposons. C'est celle d'une relance économique par la lutte contre le dérèglement climatique. Parce qu'on a l'impression qu'on n'en parle pas. Les débats télé, c'est toujours sur 3 sujets. La cravate d'Attal, 4. Vous avez la cravate d'Attal, vous avez les quartiers populaires, sujet absolument passionnant pour les plateaux télé. Ça m'étonne pas que ça les passionne, ils y ont jamais foutu un pied. Donc ils ont le temps de disserter sur le sujet. Ensuite, ils vous parlent à longueur de journée d'immigration. C'est normal, Vincent Bolloré rachète tous les médias pour ça. Il y a un sujet politique, on fait le travail, vous le voyez. Ensuite, vous avez un autre sujet, c'est l'islam. On passe tout notre temps à parler d'islam, de laïcité même. Et moi, il y a un chiffre qui m'inquiète. J'ai plus les chiffres exacts, mais il y avait une enquête qui avait été faite dans les lycées où ils avaient demandé aux lycéens, c'est quoi pour vous la laïcité? Les 3 premières réponses, c'était des interdictions. Aujourd'hui, on nous apprend que la laïcité, c'est une suite d'interdictions, de choses à ne pas faire. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dès lors qu'il s'agit de sortir le bâton de l'interdiction, c'est souvent pour aller taper les femmes dont on présume qu'elles ont la religion musulmane. Ça me paraît quand même être un truc important à préciser. La laïcité n'est pas un athéisme d'État. La laïcité n'est pas une liste d'interdictions. La laïcité, c'est une philosophie politique qui dit qu'on doit vivre ensemble, quelle que soit notre religion, qu'on doit s'écouter, qu'on doit vivre ensemble et surtout ne pas chercher à imposer aux autres ce que l'on ne veut pas que les autres nous imposent à nous-mêmes. Et quand vous avez des personnes qui disent « Oui, mais vous êtes féministe, vous êtes pour le voile, c'est totalement incohérent ». Oui, je suis féministe, j'ai aucun problème à le dire. Parce que pour moi, les personnes qui viennent expliquer aux femmes qu'elles n'ont pas le droit de porter le voile sont les mêmes que ceux qui disent à des femmes, comme en Iran, vous êtes obligés de porter le voile. Le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est la liberté des femmes à s'habiller comme elles veulent. Je mets un signe égal. Je mets un signe égal. Donc, une fois qu'on a mis de côté les obsessions de personnes qui n'y connaissent rien à rien, vient le principal sujet, qui est celui du dérèglement climatique. Probablement, nous allons atteindre les 3 degrés en 2100 si jamais nous continuons au rythme auquel nous sommes aujourd'hui. Le dérèglement climatique a déjà commencé. Les saisons qu'on a connues quand on était petit ne sont pas les mêmes saisons que nous connaissons aujourd'hui. Les conséquences seront dramatiques. Et l'histoire fait que les pays colonisés sont les pays qui subiront le plus violemment les effets du dérèglement climatique. C'est donc un effet qui implique une solidarité mondiale. Si jamais vous voulez relancer l'économie à l'intérieur de notre pays, ça passera pas par le fait de taper sur les chômeurs, ça passera pas par le fait de taper sur les immigrés, ça passera par le fait de mettre rapidement tout le pays au boulot pour s'adapter sur le dérèglement climatique. On a besoin de rénover 7 millions de passoires thermiques. On a besoin d'investir de l'argent pour créer des emplois, pour rénover les passoires thermiques. On a besoin de passer au train. On a besoin de construire des chemins de fer. On a besoin de former des cheminots. On a besoin de 400 000 agriculteurs de plus pour avoir une agriculture qui respecte les sols et qui est durable. On a besoin...
Un tiers de l'eau qui circule dans nos canalisations est perdue. Eh bien, on a besoin de rénover nos canalisations d'eau. Mais en fait, du boulot, il y en a dans ce pays. C'est juste que c'est pas un investissement qui finit dans la poche des actionnaires. C'est un investissement qui finit dans la poche de l'intérêt général. Donc, quelle est ma proposition pour relancer l'économie? Injecter 100 milliards dans la création d'emplois et de filières qui nous permettent d'arrêter d'émettre du carbone, d'arrêter de polluer les sols et surtout de nous adapter à ce qui est véritablement l'enjeu du siècle et du millénaire, le danger irréversible du dérèglement climatique. Et quand je vous disais que le sujet c'était d'essayer de rassembler, je pense que c'est un sujet qui est rassembleur. Parce que si jamais ils passent leur temps à vous parler des quartiers populaires, leur temps à vous parler d'immigration, leur temps à vous parler d'islam, même à l'université, on passe plus de temps à parler du voile à l'université que de parler des distributions alimentaires que l'on voit toutes les semaines. Sauf à chaque rentrée universitaire, ils pleurent, et ensuite hop, ils repassent à un autre débat. Si 90% des médias sont possédés par 9 milliardaires, ces gens savent qu'il y a une lutte des classes. Et tous ces sujets sont faits pour une chose, chercher à vous diviser. Vous divisez sur la base de la couleur de peau, vous divisez sur la base de la religion, vous divisez sur la base de la géographie, fait que ça empêche de discuter des véritables intérêts communs, qui est celui de l'intérêt national du peuple, d'avoir des services publics de qualité, celui de l'intérêt national du peuple, d'avoir une éducation qui permette véritablement l'égalité, celui de l'intérêt national du peuple, de former rapidement des millions d'emplois pour s'adapter au dérèglement climatique, celui de l'intérêt national du peuple, de partager les richesses, tout simplement. Donc, je terminerai sur ça. Je sais qu'en ce moment, vous avez le sentiment que l'époque part totalement en vrille, qu'on va droit dans le mur, que même c'est impossible, même si nous on arrivait à changer les choses en France, comment est-ce qu'on ferait pour changer les choses à l'échelle mondiale? Je veux vous dire quelque chose qui j'espère vous rendra optimiste. Toutes les générations du monde se posent les mêmes questions que nous. Et il y a une dame qui pour moi est la dame du siècle, qui a incarné tout ça. C'est Greta Thunberg. Pensez déjà à ce qu'a fait notre génération. On a organisé des grèves mondiales pour le climat. Aucune autre génération ne s'était organisée par dizaines de millions, dans tous les pays, sur tous les continents, sur un intérêt commun, celui de la sortie de la logique capitaliste pour empêcher les effets du dérèglement climatique. Nous sommes la seule génération à avoir fait ça. Alors, quelle est la stratégie? Ne pas se diviser sur les bases sur lesquelles ils essayent de nous diviser. Nous retrouver dans les intérêts communs du peuple. Deuxièmement, assumer la lutte des classes. Troisièmement, faire radicalement bifurquer la France dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et une fois que vous avez posé ça, vous l'avez votre unité nationale. Parce que c'est sur ça qu'ils essaient de constamment taper le Rassemblement national. Ils disent « Ah mais oui, vous divisez les Françaises et les Français ». Non, c'est pas vrai, c'est vous qui passez votre temps à diviser les Françaises et les Français. Et si jamais vous étiez élu, vous pouvez me croire, on vous laissera pas appliquer votre politique. Vous allez diviser profondément la France parce qu'on va pas vous laisser faire. Emmanuel Macron, aujourd'hui, il cherche à monter les chômeurs contre le reste des Français, les retraités contre les jeunes, il cherche à monter tout le monde les uns contre les autres. Nous, ce qu'on a à vous proposer, c'est un intérêt commun, celui du peuple, autour du partage des richesses, de la lutte des classes et de la bifurcation écologique. Mais pour le faire, on a besoin de vous. On n'a pas le droit de parler des élections européennes. Je vais donc juste, je précise, mais je vais juste donner une statistique. Pour les prochaines élections européennes, vous avez 43% des gens qui votent France Insoumise qui ont prévu d'aller voter. Pour le reste des autres listes, c'est 53%. Qui vote France Insoumise? Les jeunes. Beaucoup de jeunes. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui se disent de toute façon ça sert à rien d'aller voter. Bah ouais, on gagnera pas. C'est pas vrai. Dernière présidentielle, il nous a manqué un cheveu pour pouvoir l'avoir. Et je sais que parfois vous avez le sentiment que ces gens, ils vous insultent à longueur de journée, que vous n'avez pas le pouvoir de changer les choses. Mais il y a un endroit dans ce pays dans lequel on est toutes et tous à égalité. C'est l'isoloir. Tu veux te faire respecter, tu votes. Tu veux que Darmanin et Gabriel Attal dégagent, tu votes. T'en as marre d'un président de la République qui soutient Depardieu, tu votes. Tu veux pas du réarmement démographique, tu votes. Tu veux pas de l'austérité dans les services publics, tu votes. Mais je ne vous ferai pas l'insulte de vous dire que c'est uniquement par le vote que l'on change les choses. Le grand moment de la Ve République, où on a vraiment, la jeunesse a vraiment posé un rapport de force avec le gouvernement, c'était mai 68. Et quand je vois le décalage culturel, le décalage entre nos aspirations sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme, sur les questions LGBT, sur les questions de féminisme, sur les questions de partage des richesses, sur les questions écologiques, quand je vois aussi le niveau d'insultes qu'on se prend à longueur de journée,
Tu salis, tu nettoies, tu casses, tu répares, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter? Bah, on a un message à lui faire passer à Gabriel Attal. Tu salis les valeurs de la France, tu nettoies. Tu casses le service public, tu répares. Tu défies la jeunesse, elle t'apprend à la respecter.